Bonjour et bienvenue sur le pod. Pendant une petite demi-heure, nous allons échanger sur les problématiques de nos métiers en tant que community manager et social media manager. Notre objectif, partager ensemble nos réflexions, nos avis et nos pratiques sur un sujet. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Brian et nous allons vous parler de X et de Meta et de leur politique de modération et de diffusion de messages à caractère politique. Nous allons entre autres voir s'il faut quitter ces plateformes, au profit de quel réseau, et comment prendre cette décision en tant que marque entreprise. Un dernier mot. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun autre épisode. Allez, je vous laisse, c'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le pod. Nous sommes ravis de vous retrouver avec Brian pour ce nouvel épisode. Bonjour Brian. Bonjour Gwen. Comment tu vas ? Je suis en pleine forme. C'est super parce qu'aujourd'hui on s'attaque à un sujet costaud. J'ai hâte. Alors, pour ce 44e épisode, nous allons parler d'un sujet qui fait polémique depuis plusieurs semaines et qui s'est amplifié depuis l'élection de Donald Trump comme 47e président des États-Unis. Il s'agit de X et de Meta, et plus précisément de leur politique de modération et de diffusion de messages à caractère politique. Alors, quand on cherche à avoir une communication éthique, faut-il rester sur ces réseaux ou non ? Et si on les quitte, au profit de quelle autre plateforme ? Donc, gros sujet. C'est pas aussi simple qu'on le pense. Oui, évidemment, comme toujours. Exactement. T'es prêt ? Du coup, c'est parti ? Ouais, c'est parti. Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu de quoi on parle et mettre un peu de contexte sur ce sujet de X et de Meta qui se balade depuis quelques semaines et avant toute chose, préciser qu'on enregistre en date du 24 février. Donc, d'ici là que l'épisode sortira, d'ici 1 ou 2 semaines, les choses auront peut-être évolué. Ce qui est fort possible, vu la vitesse à laquelle ça va. Alors, rapidement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'élément déclencheur à ce type d'épisode, c'est ce qui se passe sur X depuis 2-3 ans. Même presque 3 ans bientôt, parce que ça correspond au rachat de Twitter par Elon Musk. C'est un peu de là d'où est parti le... je ne vais pas dire les problèmes, mais en tout cas le contexte actuel. Le mouvement. Le mouvement, exactement. Quand Musk rachète Twitter donc en 2022, il met en place une série de mesures, je ne vais pas détailler aujourd'hui, mais qui amènent à un contexte aujourd'hui où on a des échanges qui sont de plus en plus hostiles, on a un tsunami de fausses informations et par conséquent, on a beaucoup de marques, d'entreprises, de médias, de collectivités qui disent « nous, stop, on part de X ». Donc voilà, on a une atmosphère un peu complexe. D'où ça vient tout ça ? C'est les choix que fait Musk sur notamment le modèle économique d'une part, mais aussi les choix liés à la modération des contenus sur X. En gros, ce que dit Musk, pour vraiment de manière très très schématique, c'est on ne va pas modérer les contenus, on va laisser les utilisateurs modérer eux-mêmes les contenus. Ce n'est pas à nous, X, de modérer ce qui se dit, c'est plutôt aux utilisateurs de nous signaler ce qui ne va pas. Bon, alors tout ça c'est bien beau, mais sauf que du coup, comme tu n'encadres plus les discussions, il y a des débordements, etc. Il y a des discours haineux, ça devient toxique, etc. Donc là, on a une atmosphère qui est vraiment très complexe. Et puis, au-delà de l'atmosphère complexe de la plateforme, en fait, quand Elon Musk décide, il y a quelques mois, donc mi-2024, de suivre Trump dans sa candidature, de le soutenir officiellement, en fait, ça aussi c'est problématique. Ça pose beaucoup de questions sur le pouvoir qu'il a aujourd'hui, sur la fabrique de l'opinion publique aux États-Unis, parce qu'il a quand même à sa main une arme de destruction massive avec un réseau social. Donc tout ça, ça accélère un peu le mouvement on part de X, on ne se reconnaît pas dans les décisions qui sont prises, et c'est aussi une manière de dire on est un peu anti-Musk, on n'est pas d'accord avec sa prise de position politique. Donc ça, c'était le contexte à fin décembre. C'est d'ailleurs dans ce contexte-là qu'on avait décidé d'enregistrer cet épisode. Pour parler un peu de X, de Blue Sky, on va en parler, de Thread, etc. Et puis en fait, alors c'est totalement inattendu ce qui s'est passé en janvier, précisément c'est le 7 janvier. Je m'en souviens, en fait, moi je pensais que c'était un article du Gorafi, tu vois, un truc, je me disais, c'est pas possible. Le 7 janvier, on a donc Mark Zuckerberg, le patron de Meta, que tout le monde connaît bien, qui publie une vidéo
et qui annonce officiellement en fait des changements drastiques dans la politique de modération de Meta. Donc Meta, pour rappel, c'est quand même plusieurs plateformes, hein. C'est Facebook, Instagram, Threads et WhatsApp. Alors WhatsApp, il n'y a pas de sujet trop de modération, quoique ça pourrait arriver avec les chaînes, mais on va plutôt se concentrer sur les deux plus connus, à savoir Facebook et Instagram. Musk dit, en gros, de manière très schématique... Zuckerberg. Merci, Zuckerberg. Il nous dit, voilà, en fait, depuis des années, on encadre les contenus, on les modère nous-mêmes. Ça coûte de l'argent et on fait des erreurs. Et en même temps, il faut peut-être arrêter de censurer. Globalement, je simplifie son propos. Et donc, on va s'inspirer du modèle. Alors, il ne dit pas qu'il va s'inspirer du modèle de X, mais en tout cas, il parle des community notes, qui est clairement le modèle qu'a adopté X quelques mois auparavant. Globalement, il dit, on arrête de payer des gens pour faire la modération et on demande aux utilisateurs de nous signaler tous les contenus qui peuvent poser problème. Et ça, c'est quand même un virement énorme, parce qu'on a vu l'impact que ça a sur X avec la diffusion de fausses informations. Et en même temps, il annonce la fin de sa politique contre les fake news, parce qu'avant, il y avait des partenariats aussi avec des médias qui aidaient à lutter contre les fake news qui polluaient Facebook et Instagram. Puis il annonce aussi d'autres choses en lien avec où se trouvent les équipes de Meta qui vont quand même continuer à travailler un peu sur la modération, mais qui seront largement restreintes. Bon, bref, il y a tout un tas d'annonces qui font que là, ça remet un focus énorme sur le sujet de la modération sur les réseaux sociaux. Ça remet un focus énorme sur le pouvoir des plateformes sociales sur notre quotidien, parce qu'en fait, ce sont des annonces qui paraissent un peu anodines en apparence, mais qui ont des conséquences énormes. Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu pourrais préciser peut-être aux personnes qui ne comprendraient pas là, de but en blanc pourquoi il peut y avoir un glissement de terrain sur ce sujet? En fait, pourquoi c'est dangereux que la modération des contenus soit entre les mains des utilisateurs? En fait, si tu veux, ça veut dire que tu dis à tes utilisateurs, c'est à vous de nous dire ce qui est problématique. Sauf qu'en fait, les utilisateurs ne sont pas des journalistes, ils n'ont pas, ils n'ont pas la méthodologie pour savoir déceler une fake news, recouper l'information, vérifier des faits, etc. Enfin, je veux dire, c'est un travail en fait de faire ça. Alors, ça ne veut pas dire que les personnes qui géraient la politique de modération chez Meta étaient des journalistes, mais en tout cas, entre le programme de lutte contre les fake news avec les médias, mais aussi le fait de payer des personnes pour encadrer la modération avec des règles défini, ça permet quand même d'encadrer les débats. Pour Musk, ça c'est trop de censure, on va revenir, ah oui, il y a un truc qu'il a déclaré, il déclare, on va revenir aux sources de la liberté de parole. En gros, avant, ce qu'il dit quand même, c'est que de 2016 à 2025, sur Meta, il n'y avait pas de liberté de parole, il y avait une forme de censure. Bon, voilà, on ne va pas revenir sur pourquoi en 2016 il y a tout ça, hein. Il y a le scandale de Cambridge Analytica qui a mis tout ça en œuvre, mais toujours est-il que ça a été vraiment un séisme énorme et que, si tu veux, entre Meta et X, ça pose énormément de questions. Et la première question principale que aujourd'hui tout le monde nous adresse, hein. Alors, quand je dis aujourd'hui, c'était avant que sur X, et ça commence à arriver sur Meta, même si je trouve qu'il n'y a pas le même traitement entre X et Meta, on pourra en reparler, mais en gros, ce qu'on entend beaucoup, c'est est-ce qu'il faut rester sur X ? Est-ce qu'il faut, et si on part, on va où? Est-ce qu'il faut, et puis alors, on n'a pas encore commencé à nous poser clairement la question pour Meta, mais elle va finir par se poser. Est-ce qu'il faut rester sur Facebook? Est-ce qu'il faut rester sur Instagram? Et ça va plus loin que juste dire oui, Facebook c'est pour les vieux, etc. Non, ça va beaucoup plus loin. Oui, c'est encore un autre sujet, oui. Voilà. Donc voilà, je dirais que tout ça pose quand même énormément de questions pour la place des marques pour les entreprises. Et du coup, typiquement, rien que quand on voit sur les débats qu'il y a sur X, sur est-ce qu'il faut partir, c'est oui, comment, etc., les gens qui disent moi je vais partir, moi je vais rester, il y a plein de positions possibles en fait. Il y a plein de possibilités. Et c'est ça qui aujourd'hui rend complexe les choses. Ça marche. Donc, du coup, maintenant qu'on est au clair sur le contexte, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que ça pose comme question pour les entreprises? Ouais. Alors, ça pose beaucoup de questions. En fait, la première, c'est que pour une entreprise, aujourd'hui, elle risque de se retrouver, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont parties de X, typiquement, c'est si je reste sur une plateforme où l'atmosphère devient toxique,
où certains débats sont pas modérés. Mon message, que je m'apprête à publier, peut se retrouver noyé au milieu de messages à côté desquels j'ai pas forcément envie d'être associé. Oui. Tu vois bien comment fonctionne le fil d'actualité. Tu as des messages des pages que tu suis, des messages qui te sont suggérés, et des fois des messages que tu n'as même pas du tout demandé. Toujours est-il que parfois, tu vas te retrouver avec des messages qui peuvent te poser problème. Je prends un exemple. Imagine, tu travailles dans une entreprise avec des valeurs fortes, et tu fais un post, là je pense à ça parce que c'est ce qui va arriver, tu fais un post sur l'engagement de ton entreprise vis-à-vis de la défense des droits des femmes. Ça va arriver le 8 mars. Tu fais ton post sur X, et en fait ton post se retrouve dans le fil d'actualité entre deux posts de comptes très masculinistes. C'est super dérangeant en fait. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais tu peux tirer le fil à l'infini. Toi, tu es une marque engagée d'un point de vue environnemental, et tu te retrouves à côté de tweets qui ont été publiés par des climato-sceptiques. Et donc, pour la réputation de la marque, ça pose problème. C'est ce que beaucoup de spécialistes appellent la brand safety. C'est exactement le même terme. C'est de se retrouver finalement à côté d'autres messages qui ne sont pas du tout cohérents avec ce que toi tu défends. Tu vois. Et donc ça, je dirais que c'est le principal problème pour une entreprise. Pour une entreprise, il y a d'autres problématiques, c'est que tu vas te retrouver potentiellement sur des réseaux. Alors typiquement X, c'est ce qui fait aussi que beaucoup d'entreprises ont décidé de quitter X, c'est que comme les utilisateurs partent de X, les entreprises se disent à quoi bon rester, c'est pour parler à qui en fait. Donc tu as cette fuite en avant des utilisateurs qui va poser problème aussi aux entreprises en disant mais à quoi bon rester sur une plateforme sur laquelle j'ai plus d'audience. S'il y a moins d'audience, la conséquence aussi, c'est que tu as des entreprises qui vont dire on va investir moins dans la production de contenu, mais aussi dans les social ads, parce que certaines vont quand même y rester, hein, elles ont construit des audiences pendant très longtemps, elles vont y rester, mais du coup, elles vont investir un peu moins en dépenses publicitaires. Et puis, ça pose un autre problème, c'est, d'accord, on va partir, mais du coup, pour aller où ? À toi, X, on part, ok, mais du coup, on va où ? C'est pour faire quoi ? Pour raconter quoi ? Et aller toucher quel type d'audience ? Donc, ça pose ces questions-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que ça pose énormément de problèmes aux marques. Typiquement, là, aujourd'hui, la plupart des entreprises nous disent ok, on réfléchit peut-être à partir de X. La plupart le font. Et puis, elles nous disent d'accord, mais maintenant, on va où ? Est-ce qu'on reconstruit une audience ailleurs ? Et si oui, est-ce que c'est vraiment intéressant de reconstruire une audience ailleurs ? Si jamais là où on va, ça devient un peu plus problématique aussi à un moment donné, est-ce que ça vaut le coup d'investir de l'énergie ? Voilà, donc c'est un peu tout ça que ça pose comme question. Et bien justement, réponds donc à cette question. Non, parce que j'imagine que quitter X, pardon, j'allais dire Twitter. Donc c'est un positionnement. Oui. Mais donc pour partir où ? D'accord, mais après il y a, j'imagine, pas forcément besoin de partir ailleurs pour remplacer. Hein. Alors oui, c'est ça, exactement. Alors bon, aujourd'hui, globalement, si tu veux partir ailleurs et donc remplacer, parce que tu te dis j'avais une audience sur X et en même temps j'aimais bien aussi X pour le type de contenu que ça me permettait de produire. Tu vois, le contenu un peu en temps réel. Je vais faire une déclaration, je publie un truc sur X. C'est potentiellement repris par des journalistes. Je peux faire du contenu assez court, assez direct, etc. Enfin, tu vois, X a quand même inventé une forme de type de contenu, ce qu'on appelle le microblogging. Et donc, tu peux te dire, j'ai envie de retrouver ce même type d'audience qui aimait bien ce type de contenu et d'aller sur une plateforme qui me permet très rapidement de pousser des messages en temps réel. Tu vois, typiquement, si tu es une personnalité publique, tu sais ce que tu vas rechercher. Si tu fais beaucoup aussi de crises et que tu t'adresses beaucoup à des utilisateurs ou même à des médias, tu vas rechercher aussi ce type de plateforme. C'est quand même assez pratique pour la communication de crise. Donc, tu vas forcément te poser la question, pour aller où ? Alors, il y a une plateforme qui a été assez rapidement écartée du sujet, alors qu'on en parlait beaucoup il y a 6 mois. Enfin, je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller, mais de mon point de vue, ça ne remplace pas X. C'est Threads. Pour moi, Threads, ça ne remplace pas X. D'ailleurs, je ne sais plus si c'est le patron de Meta, enfin le patron d'Instagram, qui est aussi patron de Threads, qui l'a déclaré, ou si c'est une personne influente. Mais je me souviens d'une déclaration qui était de dire, sur Threads, on ne veut pas de journalistes.
Alors, en gros, c'est la logique un peu derrière. Threads, ça s'inscrit dans un peu les coulisses pour les créateurs et créatrices de contenu. Donc, Threads, moi, aujourd'hui, je le vois pas comme une alternative possible parce que c'est pas forcément comme ça là où vont aller les journalistes et là où vont aller les faiseurs d'opinion. Et puis de toute façon, ça reste la maison Meta. Et en plus, justement, l'annonce de Meta fait que de toute façon, ça a été un peu encore plus écarté par la suite. C'est-à-dire que tu vois, il y a 6 mois, on disait Threads, pourquoi pas. Moi, je commençais à dire, je suis pas sûr parce que c'est pas pareil. C'est pas pareil. Les journalistes vont pas forcément sur Threads. C'est plus pour les créateurs et créatrices de contenu. Alors là, quand Meta a annoncé la fin de la politique de modération, ça a clairement mis Threads hors jeu. Ensuite, on a des initiatives comme Mastodon qui pourraient attirer, mais ça reste des plateformes. Enfin, c'est un peu technique, tu vois. C'est pas très accessible pour le grand public. Okay. Et tu as à côté une plateforme que nous on commence à tester, qui s'appelle Blue Sky, qui aujourd'hui me paraît être une alternative à peu près équivalente. Alors c'est marrant parce que Blue Sky, ça a quand même été créé par l'ancien dirigeant de Twitter, avant qu'il se fasse débarquer par Elon Musk, Jack Dorsey. Et c'est la copie conforme de ce qu'on connaissait sur Twitter à l'époque. C'est exactement la même interface, les mêmes fonctionnalités. Et on retrouve de plus en plus des journalistes, des faiseurs d'opinion. Moi, je commence à lire de plus en plus sur Blue Sky, pardon. Je commence à lire de plus en plus sur Blue Sky des échanges qui me font dire que la réflexion pourrait se faire là-bas, comme elle se faisait à l'époque sur Twitter, avec des petites communautés d'expertise, etc. Donc je pense que Blue Sky, ça peut aujourd'hui intéresser les marques qui veulent continuer à avoir ce type de plateforme. Surtout que Blue Sky, ce qu'on observe, en tout cas quand je lis pas mal d'articles, a priori Blue Sky génère de plus en plus de trafic sur des sites web. Et ça, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans le fait que les médias quittent X, c'est un des arguments aussi de dire, en fait, de toute façon, X, ça nous apporte même plus de trafic sur nos sites, donc à quoi bon continuer à rester ? Si Blue Sky commence à drainer du trafic sur les sites de médias, mais aussi les sites des entreprises, forcément, ça peut devenir aussi intéressant pour la plupart des marques. Donc, a priori, Blue Sky permet de générer du trafic sur les sites. On a justement des communautés d'expertise, des faiseurs d'opinion, etc. Et sur Blue Sky, on a a priori des audiences qui sont un peu plus engagées, qui restent plus longtemps que sur X. Donc, ça peut faire figure de bonnes alternatives. Maintenant, il y a quand même des limites. C'est-à-dire que sur Blue Sky, il y a pour moi une énorme limite qui fait que la plupart des marques aujourd'hui, elles bloquent un peu avant d'y aller, c'est il n'y a pas de statistiques. Ah oui. Tu sais qui s'abonne à ton compte, tu sais comment ton compte se développe, mais tu n'as pas un tableau de bord avec développement de l'audience, développement de la visibilité, taux d'engagement, tout ça, tu n'as rien. Donc en gros, tu investis du temps sans savoir. À l'aveugle. À l'aveugle. Et tu sais même pas d'ailleurs combien de personnes cliquent sur tes liens. Enfin, voilà. Alors ça va. Ça va peut-être venir, ouais. Bien sûr, ça va arriver. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça va peut-être venir. Et de mon point de vue, le jour où les stats arrivent sur Blue Sky, ça devrait accélérer aussi le départ de beaucoup de marques de X vers Blue Sky. Et il y a la possibilité de faire des sponsors sur Blue Sky ? C'est pas encore le cas, mais c'est aussi dans les réflexions. Okay. Donc là aussi, tu vois, moi je considère que tant qu'on ne peut pas faire de publicité sur une plateforme sociale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas encore mature pour aller chercher des annonceurs. Et là aussi, pour moi, c'est un signal. Avec les stats, la pub, ça pourrait être un signal assez fort qui montrerait que cette plateforme est mature. Donc pour l'instant, de mon point de vue, elle ne l'est pas forcément, mais elle peut le devenir. En tout cas, elle en prend le chemin. En plus, elle se développe très très rapidement. Il y a beaucoup de nouveautés chaque semaine. Nous, on a commencé à tester à l'agence et on a aussi un client qui adopte à peu près la même stratégie que nous, c'est-à-dire en fait, on a un compte X et un compte Blue Sky. Ce sont des miroirs, c'est-à-dire qu'on met exactement la même chose on cross-poste les contenus. Ouais, pour tester quoi. Pour tester, voir occuper la place. Occuper la place, etc. Et d'ailleurs, c'est un point qui est très important, c'est-à-dire qu'une marque aujourd'hui qui nous dit on quitte X, le premier truc qu'on lui dit c'est ok, mais surtout ne supprimez pas votre compte sur X. Oui, bien sûr. Ne le supprimez pas, vous le rendez inactif, mais le fait de le supprimer, ça rend finalement votre identifiant, le petit arrobase,
ça le remet sur la sphère publique et donc n'importe qui après peut reprendre votre ancien identifiant et se faire passer pour Oui, donc il faut garder son compte. On fait un petit post pour dire qu'on n'alimente plus le compte et où est-ce qu'on peut nous retrouver. Exactement. Et où est-ce qu'on peut nous retrouver? Ça, c'est fondamental. Mm. Ok, tu peux dire aux gens, bon, bah, on publie plus dessus, mais par contre, les gens qui étaient intéressés par ce que tu racontais, ils ont quand même envie de savoir où est-ce qu'on se retrouve. Oui. Voilà, donc il y a un peu tout ça. Il y a Threads, un peu hors jeu, Blue Sky, et puis après, il y a aussi la question de... on arrête tout simplement, enfin, je veux dire, on arrête X et on ne va pas chercher de plateforme alternative, ou alors, et c'est ce qu'on voit aussi beaucoup, des marques, beaucoup de collectivités aussi, qui nous disent, on arrête X et on va investir davantage sur LinkedIn. Parce qu'ils se rendent compte que sur LinkedIn, on a de plus en plus d'échanges professionnels avec justement cette petite communauté d'expertise. Il y a de plus en plus de personnes qui font leur veille sur LinkedIn, qui faisaient avant leur veille sur Twitter. Donc il y a une forme de bascule et LinkedIn aujourd'hui est en train de prendre une place assez intéressante pour récupérer les audiences et les déçus de X. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant ce qui se passe sur comment les audiences elles migrent. On a beaucoup parlé de X, par contre sur Meta, c'est pas aussi simple. Parce que bizarrement, on en parlait un peu avant de commencer l'enregistrement, autant sur X, dès que Musk a racheté X et qu'il a commencé à faire un peu n'importe quoi avec la plateforme, enfin en tout cas c'est notre point de vue, très vite les marques, il y a des marques qui nous disaient oh bah on arrête, ou alors on met tout sur LinkedIn, enfin la décision s'est prise très rapidement. Autant là, Meta. Ouais, quitter Facebook et Instagram. Ouais. Du genre, ouais, on verra, on n'est pas trop sûr. Ouais, Et là, tu sens que tu es en train de toucher du doigt un vrai problème. Moi, je pense que c'est vraiment c'est un des sujets qui est très important. C'est que on est hyper dépendant de Meta. Bah ouais, c'est les plateformes grand public par excellence, quoi. Ouais, exactement. Et donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on a une forme de responsabilité. Quand je dis nous, c'est toi, moi, Marlène, Ophélie, mais aussi toutes les personnes qui accompagnent des marques sur les réseaux sociaux. Je pense qu'on a une responsabilité pour dire aux marques, attention, les réseaux sociaux, ce n'est pas une finalité en soi, ce sont des moyens d'atteindre une audience. Mais aujourd'hui, on est arrivé à une situation de très forte dépendance. Il y a quelques années, on avait des boîtes qui venaient nous voir et qui nous disaient « Alors, nous, on va migrer tout notre budget relations presse, événementiel et blog pour faire que des réseaux sociaux. Tout cet ancien budget, on va mettre tout sur les réseaux sociaux. » Et dès le début, je disais « Non, mais faites surtout pas ça, parce que déjà, il y a un truc qu'on nous apprend beaucoup en école, c'est le mix marketing. C'est d'avoir vraiment diversifier ses canaux. Mais là, ça prend d'autant plus une importance. C'est que, imagine toutes ces marques qui ont dit on fait all-in sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elles se disent mais en fait, Meta, X, même LinkedIn demain, on pourrait l'imaginer. Et bien en fait, dès qu'elles changent de règle du jeu, changement de règle, hop, tu te retrouves complètement dépendant en fait de la règle du jeu. Et c'est extrêmement dur. Et il y a beaucoup de marques aussi qui ont oublié le fait que quand on va sur les réseaux sociaux, finalement, l'audience, ça ne nous appartient pas vraiment. Si demain LinkedIn dit maintenant, en fait, pour atteindre vos abonnés, il faut payer. C'est un peu d'ailleurs ce qui se passe sur Facebook et Instagram. Aujourd'hui, tu as une baisse de la portée et du coup, c'est Meta qui a décidé de baisser la portée organique. Et du coup, changement de règle. Maintenant, les marques ont compris que finalement, pour toucher leurs propres abonnés, il fallait presque même mettre un petit budget de sponsor. Toi, on se retrouve à payer pour atteindre nos audiences. On est locataire, quoi. Exactement. Il y a beaucoup de marques qui ont oublié qu'on est chez les autres. On est invité, en fait. Alors, on est invité à bras ouverts, à aller sur Facebook, Instagram, X, LinkedIn. Tout le monde nous accueille. Mais personne ne nous dit attention, par contre, si vous venez chez nous, vos audiences et vos contenus, ils nous appartiennent. Alors, c'est gratuit, mais ça nous appartient. Et donc, il y a à la fois la dépendance aux règles du jeu et il y a aussi la dépendance à la plateforme en elle-même. L'audience ne nous appartient pas. Et donc, je pense que c'est hyper important de dire aussi aux marques, dans l'idéal, vous devez avoir un média, un support où votre audience vous appartient. Un média propriétaire. Donc, un blog, une newsletter. Exactement.
Tu sais, la newsletter, le truc où tout le monde nous disait en 2017-2018, non mais la newsletter, franchement, qui lit des newsletters encore? J'ai l'impression que ça revient de plus en plus. Hein. Eh ben oui, ça revient pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, sur une newsletter, tu n'as pas de filtrage algorithmique. Tu n'as pas un algorithme qui dit, bah, toi, tu as le droit de voir, toi, tu ne vois pas. Donc, tu t'es abonné, tu reçois ta newsletter. Et puis, en fait, les producteurs de contenu, ils ont aussi compris que sur une newsletter, elles étaient propriétaires de leurs audiences, quoi. Tu t'es inscrit à la newsletter, tu es propriétaire de ta base de données. Donc, il y a plusieurs années, tout le monde se moquait un peu des marques qui avaient encore des newsletters. Et aujourd'hui, tout le monde dit « Ah, mais c'est vachement bien les newsletters ». Il y a des gens aujourd'hui qui découvrent les bienfaits des newsletters. Donc, c'est hyper important de dire aux marques « Ok, vous pouvez continuer à aller sur les réseaux, mais attention, vous êtes dépendant des règles, vous êtes dépendant de la plateforme, et donc dans l'idéal, il faut que vos audiences, elles aient envie de vous suivre ailleurs, sur une plateforme où vous êtes propriétaire de votre audience. » Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à l'agence, on a 3 newsletters qui sont segmentés par thématique, etc. Mais aujourd'hui, on est propriétaire de près de 2500 adresses mail. Avec des personnes qui... Enfin, en fonction des newsletters, on est sur des taux d'ouverture entre 50 et 70%. Je veux dire, c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir 3000 abonnés sur LinkedIn, tu vois. Et c'est ça, je pense, qu'il faut arriver à faire comprendre aux marques. C'est cet enjeu de limiter la dépendance. Et tu vois, autant avec X, il y avait un peu une forme de déni. Genre, oh ben non, bon, on part, et puis voilà. Là, avec Meta, du coup, les gens se disent, ah ouais, en fait... c'est que, comme tu disais, si on décide de quitter X, il y a des possibilités qui s'offrent à nous pour retrouver la cible qu'on avait sur X ailleurs. Mais demain, on quitte Facebook et Instagram. Où est-ce qu'on va ? Voilà. Parce que bon, le grand public, ok, d'accord, il y a TikTok, mais c'est pas la même tranche d'âge. Oui. Donc, il faut avoir ta cible sur TikTok. Il faut avoir ta cible, et TikTok a lui aussi ses propres problèmes. Oui, non, mais... Non, mais tu vois, donc en fait, même si tu te dis, ok, j'ai peut-être une alternative, en l'occurrence TikTok, même TikTok, voilà, ils ont failli... ils peuvent disparaître des États-Unis, il leur reste 2 mois. Ça pourrait disparaître des États-Unis. En France, quand même, un peu en situation délicate. Je veux dire, aujourd'hui, tu travailles dans une collectivité, ou en tout cas pour le gouvernement, tu ne peux pas utiliser TikTok sur ton téléphone professionnel. Ouais. Donc, voilà, tu as raison de souligner, c'est autant X, bon, on arrête ou on va ailleurs sur Blue Sky, LinkedIn, etc. Autant Facebook, Instagram. Et là, ça commence à parler, quoi. Ouais. Donc, moi, je pense qu'il faut arriver à sensibiliser sur cette notion-là de attention, on est propriétaire, et peut-être que la clé se situe aussi dans, et là, ça va faire peut-être rire beaucoup de personnes, mais moi, je pense que la clé, c'est les blogs et les newsletters, quoi. Mais ça fait 10 ans que je pense ça. Enfin, d'ailleurs, la première newsletter de l'agence, qui a été créée avant l'agence, elle va fêter ces 10 ans-là. Et ça fait 10 ans qu'elle est envoyée chaque semaine. Le blog de l'agence, il a été créé en 2012, quand je m'amusais à bloguer tout seul. Et il est encore édité aujourd'hui. Pour moi, je pense que l'avenir, c'est les blogs. Élus, oui, carrément. Parce que... d'ailleurs, oui. D'ailleurs, ça ne peut pas se poser de problème sur la capacité du serveur, parce que ça coûte cher quand même d'avoir tout ça. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on est propriétaire de l'audience du blog, on est propriétaire de newsletter, et ça, en fait, je pense que c'est la clé. Mais il y a 7-8 ans, tout le monde disait on arrête les blogs, on arrête les newsletters, c'est le truc des vieux, quoi. Moi, je suis pas sûr. Ouais, je sais pas. Après, c'est le truc des vieux. Bon, alors déjà, je pense pas non plus, mais les vieux, si je peux dire ça comme ça, ils utilisent aussi Internet, les réseaux sociaux. Et les vieux, ça peut aussi être notre cible. Donc, il faut pas les oublier, en fait. Tout à fait. Parce que communiquer sur les réseaux sociaux, c'est pas réservé à nos cibles jeunes, en fait. Exactement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on le voit quand on voit les audiences sur Facebook, quand on fait des campagnes, c'est quand même assez édifiant. Alors, on parle des blogs, des newsletters, ça peut être aussi des applications qu'on développe soi-même. C'est moins accessible, du coup. C'est moins accessible, mais toujours est-il que je pense que la logique, elle doit être de se dire, ok, j'exploite les réseaux sociaux pour me créer une audience, mais cette audience, elle doit m'appartenir. C'est ça la logique, elle doit m'appartenir.
Et ça, je pense que c'est vraiment un élément qui est indispensable et sur lequel voilà, on a quand même un enjeu de bien pouvoir sensibiliser les entreprises. Vaste projet. Oui. Voilà. Alors, c'est sûr que, par contre, quand on dit ça, j'en parlais autour de moi, j'ai un ami à qui j'expliquais ça, enfin, en tout cas, ce que j'en pense. Il me dit, mais attends, tu te rends compte, tu es en train de dire qu'il faut peut-être aller utiliser moins les réseaux sociaux alors que c'est ce que toi, tu vends. Et la réponse, c'est oui, c'est ce que je suis en train de dire, en fait. Ce que je suis en train de dire, c'est on a un rôle, en tant qu'agence, de dire, attention, il y a des limites à ce qu'on fait. Un devoir de conseil. Un devoir de conseil, exactement. C'est comme avec la cybersécurité, on a un devoir de conseiller les entreprises en disant, là, ce que vous faites, c'est dangereux. Cette pratique est dangereuse. Non, arrêtez votre budget relations presse ou votre budget événementiel et tout mettre sur les réseaux sociaux, c'est dangereux. Ok, commercialement, c'est hyper intéressant, mais c'est dangereux. Et donc ça, je pense que c'est hyper important. Alors d'une certaine manière, on est un peu en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Mais en même temps, moi je pense que c'est aussi comme ça que tu développes ton rôle de conseil, comme on disait, et c'est aussi comme ça que tu valorises ton éthique de travail. Toi, on parlait en préambule de cette notion d'éthique, etc. Mais moi je pense que c'est éthique de dire aux marques, attention, ne mettez pas tout sur les réseaux sociaux, et même une marque qui souhaite arrêter les réseaux sociaux, de l'accompagner pour le faire. Moi, je suis pas contre ça. Et si demain les réseaux disparaissent, je pense qu'on est quand même, on a encore un petit peu de marge. Mais nos métiers, ils sont pas. Enfin, je veux dire, moi, je pense qu'on arrivera à changer notre métier, parce que finalement, ce qu'on fait, c'est pas animer des réseaux sociaux. Ce qu'on fait, c'est écrire et produire du contenu pour parler à des gens. Si ça se fait sur des newsletters ou sur un blog, qu'est-ce que ça change en final? Donc voilà, le réseau social, c'est juste c'est le média, c'est la plateforme, c'est le support. Tu vois, il y a des gens avant qui écrivaient sur le papier, les gens ont arrêté d'écrire. Bon, bah, pour autant, ils ont continué d'écrire après sur un ordinateur. C'est le support qui change. Donc, est-ce que c'est si grave? Bon, en tout cas, je pense qu'il faut absolument dire aux gens, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier et envisagez peut-être de vous créer des médias propriétaires. Ah là, ouais, c'est ce que j'allais dire. Les gens qui vont nous écouter vont être ravis. Non, mais voilà, après, on n'y est pas encore. Je veux dire, c'est pas demain qu'on va avoir des marques qui vont partir de Facebook et d'Instagram. En revanche, je pense que c'est à nous de commencer à les éduquer en disant, attention, voilà, c'est peut-être bien. Tu vois, je pense aux pubs des fois qu'on fait pour des clients. Et on a des clients, quand ils investissent un budget publicitaire, donc on va payer Meta, par exemple, pour faire une pub, et ils nous disent, ouais, il faut que ça renvoie sur nos pages produits pour que les gens achètent notre produit. Je comprends, c'est le nerf de la guerre. Tu mets 1 euro, tu vas en récupérer 2, 3 ou voire 10. Mais peut-être que des fois, c'est bien de leur dire aussi, ouais, ok, on va renvoyer sur vos pages produits, mais ça serait peut-être pas mal aussi d'inciter les gens qui vous suivent sur Instagram à s'abonner à votre newsletter, par exemple. Tu vois, ça peut devenir intéressant en termes de stratégie publicitaire. De dire, on va inciter les gens à aller lire un blog, à télécharger une application, à s'inscrire à une newsletter. Et bizarrement, ça revient à la mode. Aujourd'hui, je ne sais pas si des fois tu en vois passer sur tes fils d'actualité, mais moi j'en vois énormément des publicités pour m'inscrire à des newsletters. Oui, c'est vrai. Et parce qu'en fait, je pense que la plupart des marques ont compris que l'avenir, c'était ce type de médias. Mais je le vois de plus en plus aussi chez les créateurs de contenu. Ouais. Que pourtant tu suis sur leurs comptes sociaux pour suivre leur quotidien, leur travail, etc. Et qui te proposent de s'inscrire à leur newsletter pour te raconter d'autres choses qu'ils ne racontent pas sur leurs comptes sociaux. Ouais, exactement. Et voilà, ça explique aussi un peu l'émergence de ce type d'approche. Donc voilà, mais il faut prendre le pli, je pense, dès maintenant. Et puis pour en revenir un peu à tout ce sujet X, méta, etc., en fait, il n'y a pas de réponse unique. Est-ce qu'il faut partir, rester, etc. Ça dépend énormément de comment tu t'es construit ton audience, de l'énergie que tu as mis sur cette plateforme, de ce que ton audience est encore active. Et puis c'est pareil, je veux dire, tu vois, quand on parle de X, faut-il rester ou partir? C'est très personnel. Demain, si ça dégénère chez West Digital, tu fais quoi? Tu restes ou tu pars? Putain, je t'ai mis devant le fait accompli. Ça dépend pourquoi ça dégénère. Mais c'est un choix quand même important. Ouais. Tu peux avoir des gens qui vont dire, non, moi je vais rester parce que si ça dégénère, je vais me battre pour pas que ça dégénère complètement. Puis il y en a d'autres qui vont dire, c'est bon, vas-y, je m'en vais. Oui, non, mais sur ça, je te dis, ça dépend dans quel sens et pourquoi ça dégénère. Mais oui,
Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Puis c'est des décisions très subjectives finalement. Exactement. Et tu vois, moi j'ai un sociologue qui parlait justement de cette notion, faut-il partir de X, etc. Et je crois que ça s'appelle Jean Viard, qui disait rester sur X, c'est une forme de combat. Tu vois, c'est continuer de combattre. Et c'est la position d'ailleurs qu'a adoptée Marine Tondelier de Europe Écologie Les Verts. Elle dit, donc il y a Yannick Jadot d'un côté qui dit moi je m'en vais, Sandrine Rousseau qui dit moi je m'en vais, et Marine Tondelier, et d'ailleurs je crois que Olivier Faure il a la même position qu'elle, donc le Parti Socialiste, tous les deux disent non, on va rester pour continuer le combat en fait. Sinon en fait qui est-ce qui va... Il restera que des pro-Musk sur la plateforme. Ouais, donc en fait tu vois c'est... Mais ça d'ailleurs il y a des dissensions à gauche et à droite, personne n'est d'accord, il n'y a pas... Enfin voilà, c'est très individuel et cette notion de rester ou partir, ça dépend. Est-ce que tu veux te battre ou pas quoi. Ouais, c'est fou en fait. C'est pour certaines personnes, le fait de rester ou pas sur une plateforme, ça devient un choix politique quoi. Je n'irais pas jusqu'à politique parce que du coup ça voudrait dire que si tu restes sur X, c'est que d'une certaine manière tu prêtes allégeance à... non, mais c'est pour ça que j'ai précisé pour certaines personnes. Ouais. Tu vois, comme tu disais que Yannick Jadot était parti parce que pour lui c'était pas possible. Ouais. Lui, c'était clairement une décision politique de quitter. Oui, quoi. C'était une forme de... je veux que le monde sache que je suis contre, même si, bon, face à Musk, je ne sais pas s'il pèse grand-chose malheureusement, mais en tout cas, c'est une déclaration assez forte de dire moi, je ne me reconnais pas dans cette ambiance. Mais voilà, et donc c'est pour ça que partir, rester, c'est pas aussi simple que ça. Moi, j'ai entendu des gens autour de moi qui me disent on n'a qu'à partir de X. Oui. Mais je suis désolé, mais quand tu es une marque qui a des valeurs fortes, peut-être que la question peut un peu plus se poser, quoi. Alors justement, est-ce que tu as des conseils pour aider à cette prise de décision ? Alors, je dirais que la première chose déjà, c'est de se dire, est-ce que sur la plateforme en question, sur laquelle je me pose des questions, est-ce que j'y reste ou pas, déjà, est-ce que mon audience est encore assez active ? Est-ce que j'ai encore des performances ? Est-ce que quand je publie du contenu, ma visibilité, elle est toujours maintenue ? Parce que c'est sûr que si déjà ta visibilité, elle est divisée par 2 ou 3, bon, déjà, tu peux quand même te poser la question, est-ce que ça vaut le coup de continuer à rester ? Oui. Ensuite, il y a la question de est-ce que j'ai envie de continuer à combattre ? Est-ce que j'ai un message à porter ? Il y a des marques aujourd'hui qui portent des messages et qui, de mon point de vue, doivent rester sur ce type de plateforme. Parce que si elles partent, elles disent stop au combat et puis voilà. Donc, l'audience, est-ce qu'elle est encore là ? Est-ce que j'ai des performances qui baissent ou pas ? Est-ce que je porte des messages suffisamment forts pour rester ? Est-ce que j'ai envie de le faire aussi ? Si oui, du coup, comment je le fais ? Et est-ce que j'accepte que certains de mes messages soient au-dessus et en dessous d'autres messages qui sont peut-être antagonistes à mon propre message ? La notion de réputation de marque, brand safety dont on parlait tout à l'heure. Et puis pour les marques qui disent non, on va partir, est-ce que c'est juste partir pour rien d'autre ou est-ce que c'est partir pour retrouver autre chose ? Et si oui, vers quelle plateforme ? Est-ce que je vais plutôt sur une plateforme qui ressemble à celle que je viens de quitter ? De X vers Blue Sky par exemple. Est-ce que je vais sur une plateforme qui ne ressemble pas trop, de X à LinkedIn par exemple, mais parce que ça correspond au type de discussion, d'échange que j'ai envie d'avoir. Et puis si j'arrête X, Facebook, Meta, comment je m'y prends ? Voilà, je ne supprime pas mon compte, je dis pourquoi je pars, je mets en sommeil mon compte, etc. Tout ça, ce sont des choses qui sont hyper importantes pour bien penser le fait de rester ou de partir. Et puis après, il y a toute la campagne, je dirais, la stratégie pour faire migrer ton audience. Je pars de X, ok, mais comment je l'emmène sur LinkedIn ? Comment je vais arriver à la retrouver sur LinkedIn ? Et là c'est un peu plus complexe. Je ne dis pas que je n'ai pas envie d'y répondre au micro du pod, mais ça pourrait prendre beaucoup de temps. Et surtout, je pense que pour le coup, c'est un sujet qui est assez technique, qui dépend beaucoup des marques. Et j'inciterais plutôt les marques à nous contacter pour qu'on en discute en direct. Pour une raison principale, c'est qu'en fait, il n'existe pas de réponse unique sur la bonne manière de migrer ses audiences. Évidemment, oui, bien sûr. Donc voilà, après, se poser la question, comment je migre ? En tout cas, j'incite mes audiences à migrer. Et le dernier point, c'est comment, une fois que j'ai vécu cet épisode un peu douloureux de quitter, partir, etc., qu'est-ce que je mets en place dans ma stratégie éditoriale ? Quels sont les ajustements que je vais mettre en place pour devenir moins dépendant des plateformes sociales ? Comment je fais pour me créer une audience propriétaire ? Ok. Voilà, c'est à peu près les conseils qui me viennent, en tout cas à chaud comme ça.
Ok. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur ce sujet qu'on n'aurait pas abordé? On a fait pas mal de... On a fait un bon petit tour. Ah si, il y a un dernier point quand même. C'est que, donc là on parlait du point de vue des marques. Est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part, etc. Mais en fait, il ne faut pas négliger aussi les utilisateurs et utilisatrices eux-mêmes. En l'occurrence, nous on est en France. Qu'en pensent les Français de tout ça? Tu vois, parce que c'est pareil, je veux dire, la manière dont le public français va réagir, ça aussi déterminera si l'audience continue de rester active sur Meta, etc., ou même sur X. Quand Zuckerberg a fait ses annonces, début janvier, il y a un sondage, je crois que ça doit être Harris Interactive, enfin je retrouverai la source, qui a mis en avant 2 choses. La première, c'est qu'il y avait à peu près 2/3 des Français qui étaient inquiets par rapport à cette annonce. Donc il y a une forme d'inquiétude, tu vois. Donc il y a quand même une forme de... Je prends conscience de l'impact que ça peut avoir sur ma vie. Le fait qu'on soit sur une plateforme qui n'est plus modérée par des humains. Enfin, qui n'est plus modérée par des équipes de modération, mais qui sont modérées par... Oui, par des gens neutres, en fait. Voilà, des gens neutres. Et toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc Ouais. 2/3 de Français inquiets et 1/3 de Français qui se dit très méfiant maintenant des contenus publiés sur les plateformes. Bah, c'est clair. Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit directement, en fait, parce que déjà, avant, quand il y avait des gens neutres qui vérifiaient les contenus, j'avais toujours pris l'habitude de vérifier l'information diffusée. Enfin, de toute façon, il faut vérifier une information, quelle qu'elle soit, en fait, qu'on la voit sur un réseau social, sur un site, un blog sur Internet ou même sur un JT, j'ai envie de te dire, un journal télévisé. Il faut toujours vérifier. Mais enfin là, encore plus, quoi. Ouais, et du coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ok, là on est quand même à un tournant parce que c'est pas impossible aussi que les audiences, enfin les utilisateurs et utilisatrices, les Français, les Françaises, quand elles vont lire un post sur les réseaux sociaux, elles vont se méfier. Ouais. D'où l'importance d'être une marque qui inspire la confiance, qui quand elle produit du contenu cite ses sources, qui recoupe l'information, qui n'est pas à 100% que mon produit promotionnel, mais tu vois, avoir un peu cette construction de la même logique qu'ont les médias pour développer une confiance vis-à-vis de leur audience. Et ça, je pense que ça va devenir encore plus important, surtout que voilà, maintenant, la plupart des Français et des Françaises vont se méfier des informations. Et le dernier point, qui moi m'a fait beaucoup cogiter, c'est cette fois pour les community managers, social media managers, c'est l'importance encore plus... Enfin, le point le plus important encore, c'est de bien suivre les évolutions des plateformes. D'avoir une veille permanente sur ce qui se passe, ce qui se dit, etc. C'est d'autant plus important parce que, en fait, aujourd'hui, moi j'ai été frappé, en à peine 2 mois, la plupart des dirigeants et des dirigeantes que je rencontre, la question qu'on me pose, c'est ça, c'est mais il faut rester encore sur X, mais attends, Meta, est-ce qu'il faut continuer à mettre des budgets, etc. Et donc, si tu es community manager, social media manager, et que tu t'intéresses pas à ce sujet-là, et que tu suis pas les déclarations, les modifications, etc., quand ton ou ta chef se pointe dans ton bureau en disant « Vas-y, on va arrêter Meta », qu'est-ce que tu réponds si tu sais même pas ce qui se passe? Donc, ça renforce aussi l'importance. Enfin, moi, aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui gère les réseaux sociaux de son entreprise, elle se doit de se tenir à jour de ce type de débat. Alors, elle peut faire ce qu'elle veut, elle peut écouter des podcasts, elle peut lire des newsletters, elle peut lire des blogs, etc. S'abonner à la lettre de veille de l'agence. Non, mais par exemple, tu vois, j'en ai pas parlé volontairement, mais c'est aussi une piste. En tout cas, Oui, je non, pense forcément. que tu peux pas, en fait, aujourd'hui, mais j'en vois encore, j'en rencontre encore. On fait souvent des apéros CM à Nantes. J'ai des fois des CM qui disent je suis un peu largué par ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais eh ben non, en fait, jusqu'à aujourd'hui, tu peux plus être largué, malheureusement. Et c'est peut-être l'une des difficultés principales de notre métier, c'est que ça change tout le temps. Voilà. Oui, tu peux pas être largué sur l'info de base. Après, tu peux être indécis sur le conseil à donner derrière. Exactement. Mais oui, tu peux pas être largué sur le sujet de base, quoi. Tu dois avoir connaissance des faits. On ne te demande pas d'avoir une opinion tout de suite, là, maintenant, mais tu dois avoir connaissance des faits. Ton opinion, peut-être que tu vas avoir besoin d'y réfléchir, c'est normal, mais tu ne peux pas négliger les faits. Si tu négliges les faits, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est de faute professionnelle, mais pas loin. Oui. Voilà. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup fait cogiter quand il s'est passé tout ça.
Je réfléchis beaucoup. Hein. Voilà. Et ça m'a aussi un peu marqué sur l'importance du jour au lendemain, tout peut changer. Enfin, je veux dire, quand j'ai lu la déclaration de Zuckerberg, je reviens à ce que je disais au début, je croyais vraiment que c'était une fausse vidéo, en fait. Mon premier réflexe, ça a été de chercher sur Google, est-ce que la vidéo de Zuckerberg est une fake news ? Oui, parce que... Un deepfake, tu vois, je pensais que c'était un deepfake, oui, en fait. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je me suis dit, c'est complètement avec incroyable. l'IA, Ouais, parce que, en fait, en 2016, c'était complètement l'inverse. Ils disaient, on va encadrer, on va modérer, on va sécuriser. Oui, c'est ça aussi qui a surtout mis le doute, c'est qu'il a changé son fusil d'épaule. Tu vois, c'est pas genre, je prends un petit virage. Là, en fait, c'est carrément, je fais un drift et je repars dans l'autre sens, quoi. Oui, je fais retour arrière. Donc, voilà, là, sur le coup, je me suis dit, non, là, il y a un truc qui va pas. Et du coup, c'est là où je me suis dit, mais attends, tu peux pas... Enfin, voilà, il faut quand même suivre. Faut suivre très, très rapidement, parce qu'après, en plus, cette annonce-là, elle a été relayée dans tous les médias généralistes, etc. Donc, forcément. Voilà, tu es obligé rapidement de savoir un peu ce qui se passe, les incidences, et puis rapidement de te forger une opinion. Ouais. Ça marche. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on retient de cet épisode dense? On retient que, oui, il y a un petit orage qui traverse l'Atlantique, mais en soi, ce qui est important, c'est d'être préparé à ce qui se passe, d'être conscient de ce qui se passe. Je pense que c'est le premier point, c'est de ne pas être dans le déni. Oui, ok, c'est plus facile de quitter X que Meta, mais peut-être que dans 2-3 ans, il y aura une vague assez importante de départ. Moi, je ne l'exclus pas, donc il faut s'y préparer et savoir comment on peut réagir. Le deuxième point, c'est la notion d'audience propriétaire. Ça, je pense que là, aujourd'hui, on le répète souvent dans les podcasts, mais je pense qu'il y a beaucoup de marques qui n'ont pas encore conscience de cette notion de propriété d'audience. Donc, vraiment, de garder à l'esprit que les choix que vous faites, ce n'est pas que des choix commerciaux. Quand tu pousses tes produits sur les réseaux sociaux, c'est une chose, mais tu dois aussi pousser tes médias propriétaires pour te construire ta propre audience. Donc, ne pas oublier qu'en fait, ce sont les réseaux sociaux qui décident des règles. Donc, voilà, il faut en être conscient. Et puis, du coup, par conséquent, de diversifier ses canaux de communication. Je pense qu'aujourd'hui, une marque, elle doit se dire que oui, il y a les réseaux sociaux, oui, il y a le site web, le blog, la newsletter, mais il y a aussi les événements, le réseau professionnel, les relations presse. Voilà, il y a quand même... Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Donc, il y a cette notion au-delà de la dépendance, de diversification. Super. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos. Je t'en prie, avec plaisir. Et puis, écoute, on mettra les différentes sources, infos complémentaires dans les notes de podcast. Et puis on pourra aussi peut-être mettre les notes de podcast à jour s'il y a des évolutions. Oui. Et de toute façon, on en parlera probablement sur nos réseaux. Et en tout cas, c'est très certain que tu partageras les infos nécessaires dans la lettre de veille qui arrive tous les vendredis ou tous les lundis. Exactement, c'est sûr que ça sera dedans. Voilà, comptez sur moi parce que c'est un sujet qui me passionne et qui me tient à cœur. Et qui est important. Exactement. Voilà, ok. Eh ben, merci beaucoup, bonne journée à toi. Merci. Et puis on se retrouve bientôt au micro du pod pour un prochain épisode. Avec plaisir, salut. Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux. Ensuite, n'hésitez pas à suivre notre agence sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram. Nous sommes partout sous le nom Agence Ouest Digital. Enfin, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode du pod. Allez, je vous laisse et vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du pod.